Bonjour, Eliette Egert, conseillère en patrimoine. Dans ce nouveau module, je vais vous présenter le déficit foncier. Mais tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel concernant mon cabinet. Donc, après avoir effectué diverses expériences au sein de la BNP Paribas, mais également en tant que conseillère indépendante, j'ai décidé de créer mon cabinet pour apporter un conseil en toute liberté pour permettre à mes clients d'obtenir une création de patrimoine, d'optimiser le patrimoine, mais également d'optimiser son imposition afin soit de le gommer ou soit de l'épargner, tout simplement. Alors, avant de parler du déficit foncier en lui-même, pour savoir son mécanisme, il faut savoir comment fonctionne l'impôt sur le revenu. Puisqu'on a tous en tête qu'on a soi-disant un taux moyen d'imposition, mais ce n'est pas celui-ci qui est réel. Donc, pour comprendre le mécanisme de l'impôt, donc on déclare chaque année, et là on rentre dans cette période de fiscalité, de déclaration fiscale, on va déclarer l'ensemble des revenus ou bénéfices et résultats au niveau de notre déclaration fiscale, auquel on va pouvoir déduire les 10% ou les frais réels qui vont amener un revenu brut global et sur lequel on va pouvoir effectuer des déductions. Les déductions courantes sont les pensions alimentaires que l'on va verser, différentes lois de défiscalisation précédentes, les versements sur les plans épargne-retraite, mais également, éventuellement, un déficit foncier. On le verra par la suite. Ce qui va nous amener à un revenu imposable qui va être votre impôt brut, auquel on va pouvoir effectuer des réductions d'impôts, donc les frais de scolarité, les dons aux associations, les différentes lois Pinel, la loi Girardin, et j'en passe d'autres parce que la liste est très longue quand vous le voyez, enfin quand vous pouvez le voir lorsque vous effectuez vos déclarations fiscales, auxquelles on va pouvoir encore déduire des crédits d'impôt. Donc les frais de garde pour les enfants, c'est les plus classiques, les salariés à domicile, certains travaux sur votre résidence principale pour les énergies renouvelables. Et ça va amener un impôt net. Donc soit il vous restera des fonds à verser, donc à payer auprès du fisc, ou soit si on a gommé l'ensemble de votre impôt brut par le biais des déductions ou des réductions d'impôt, et qu'en plus de ça, on a un crédit d'impôt, le fisc vous fera un petit chèque au mois d'août. Alors, comment on est fiscalisé puisque les barèmes ont changé en 2023, le barème des tranches d'imposition est modifié chaque année. Donc, effectivement, quand vous êtes dans la tranche marginale d'imposition de 30%, vous avez des revenus par part fiscale à partir de 27 479 € qui sont imposés à 30%. C'est-à-dire que vous gagnez 100 € de plus, vous allez être fiscalisé à hauteur de 30 €. Votre impôt va augmenter de 30 €. Ensuite, pour revenir à notre sujet, c'est le déficit foncier. Donc, le déficit foncier, il existe depuis 1993. C'est un dispositif qui va agir à la fois sur les revenus fonciers existants, donc si vous avez déjà des biens en location, mais également sur vos revenus d'activité, donc ce qu'on dit revenus classiques. Donc on va pouvoir agir par le biais de différents types de travaux. Donc le mécanisme du déficit foncier, enfin des revenus fonciers, qui va amener soit le déficit ou un bénéfice, c'est qu'on va prendre en compte les revenus locatifs, mais auxquels on va déduire les intérêts d'emprunt, les assurances, la gestion, si vous passez par un gestionnaire, les assurances locatives, la taxe foncière, les charges de copropriété, les travaux, et ça va vous amener à un résultat. Dans cet exemple, dans les deux cas, vous avez 7 000 € de revenus locatifs, auquel on va déduire, dans les deux cas, 2 500 € de charges financières et de fonctionnement et d'assurance. Et donc, dans le premier cas, on va se retrouver avec 4 500 € de revenus locatifs, donc
de bénéfices fonciers qui vont se rajouter à votre imposition. Dans le second cas, on garde le même schéma, mais on rajoute en plus 8 000 € de charges de travaux. Ça peut être l'aménagement d'une cuisine, refaire une salle de bain, refaire l'ensemble de la peinture de l'appartement, enfin, diverses choses. Et bien au final, là, on se retrouve avec un déficit foncier de moins 3 500. Ils vont se déduire de vos revenus. Donc là, ça reprend le mécanisme du déficit foncier, mais il y a 2 points importants. C'est que le déficit foncier peut être déduit à hauteur de 10 700 € en dehors des intérêts d'emprunt et des assurances emprunteurs sur votre revenu global. Et que le déficit restant qui va être mis en place, enfin qui ne va pas être utilisé, va pouvoir être reporté pendant 10 ans sur les revenus fonciers et 6 ans sur le revenu global de votre activité. C'est-à-dire, vous effectuez des travaux, plus l'ensemble des charges de fonctionnement à hauteur de 40 000 €. Vous pouvez déduire jusqu'à 10 700 €. Il y a 29 300 € hors intérêt d'emprunt qui vont pouvoir se reporter pendant les 6 années suivantes. On le verra un peu plus tard. 3 points importants, c'est que toutes les charges ne sont pas forcément déductibles sur les revenus fonciers. Effectivement, vous avez une maison que vous mettez en location. Si vous construisez une piscine, vous ne pourrez pas déduire les frais de construction de la piscine, comme si vous mettez une extension avec une véranda ou si vous effectuez des travaux de climatisation du bien. Le surplus des charges, donc comme je vous l'ai dit auparavant, peut être reporté pendant 10 ans sur les revenus fonciers existants. Mais par contre, il y a une partie, donc l'imputation du déficit foncier ne s'effectue pas de la même manière entre la partie intérêts et charges d'emprunt, puisque ces derniers vont pouvoir que s'imputer sur des revenus fonciers, mais que les autres charges peuvent s'imputer sur les revenus classiques. Donc, conditions d'éligibilité, excusez-moi. Donc, pour qu'un bien soit éligible, il faut que ça soit un bien immobilier, forcément, qui soit rénové ou qui soit pris en charge dans un programme avec un promoteur où il a une base immobilière où il effectue un ensemble de rénovations ou des travaux personnalisés dans l'appartement pour l'amélioration du confort du locataire. Ou dans un appartement neuf, également, on peut déduire certains frais comme les travaux modificatifs, la mise en place d'une cuisine, une paroi de douche. Voilà. Donc, on est toujours donc dans cette limite de 10 700 €, sauf qu'on a des exceptions puisque on a une nouveauté en 2023, enfin de 2023 à 2025 par rapport au déficit foncier. Puisque tous les logements classés énergétiquement en classe E, F, G, G-, si vous effectuez des travaux pour améliorer la consommation énergétique, et c'est-à-dire que votre bien va passer en classe A, mais ça j'ai des doutes sincèrement, mais s'il passe en classe B, C ou D, vous pouvez déduire, au lieu de déduire 10 700 € de travaux, vous pouvez déduire jusqu'à 21 400 € de travaux sur vos revenus classiques. D'où l'intérêt d'effectuer une étude par rapport à votre tranche marginale d'imposition et à votre situation. Ces travaux, forcément, vont devoir s'effectuer entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Cette augmentation de plafond ne portera que sur la rénovation énergétique du logement. Donc, c'est que le but du gouvernement, c'est de vous inciter à sortir certains logements de passoires énergétiques, que vos locataires puissent consommer moins
que les logements soient moins énergivores et que vous ayez un avantage fiscal. Donc, c'est vraiment dans un but d'une action environnementale. Pour bien utiliser le déficit foncier, comme je vous l'ai dit auparavant, on a 2 possibilités. Soit c'est dans le but de diminuer ou supprimer les revenus fonciers actuels, mais également, si vous n'avez pas de revenus fonciers actuels, on peut créer une réduction d'impôt sur les revenus salariés existants. Mais en plus de ça, les 2 se cumulent. L'atout du dispositif, c'est que plus on va être dans une tranche marginale d'imposition importante, plus on va avoir un impact important sur le montant des travaux qu'on va utiliser, enfin qu'on va effectuer, mais qu'on va aussi agir sur les prélèvements sociaux. Mais le gros point positif de cet avantage, c'est que on est en dehors des tranches, des niches fiscales. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas plafonné par rapport au montant des réductions d'impôts. Donc, comme je vous ai dit, l'excédent du déficit foncier peut être reporté sur les 10 années suivantes sur les revenus fonciers, mais également sur les 6 années suivantes sur le revenu global. Donc concrètement, vous avez à ce jour un bien immobilier qui vous rapporte 20 000 € de revenus bruts et vous effectuez un investissement de 200 000 €, dont il y a 150 000 € de travaux. Vous les payez sur 3 années, donc ça va vous gommer les 20 000 € de revenus fonciers que vous aviez déjà auparavant, mais en plus de ça, vous allez pouvoir avoir une déduction de votre imposition sur les revenus globaux de 10 700 pendant 3 années. Et comme au fur et à mesure, on mange un petit peu l'épargne des travaux qu'on a effectués, eh bien, on n'aura peut-être plus de déduction sur les revenus globaux, mais ça va vous permettre de gommer les revenus fonciers. Et on voit bien que plus on rentre dans une tranche marginale d'imposition importante, et plus on va gommer d'impôts en finalité. Alors, qu'en vendre, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini mes déficits fonciers parce que je me retrouve de nouveau imposée? C'est un peu embêtant quand on a pris l'habitude d'avoir une réduction d'impôt. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut attendre les 3 dernières années de bénéfices, enfin, il faut avoir 3 années de bénéfices fonciers après la dernière année du dernier déficit déclaré pour pouvoir changer de statut. Alors, soit vous le revendez votre bien, soit vous continuez à le mettre en location classique. La revente du bien vous permet de capitaliser et de garder des fonds, ou soit vous le basculez en location meublée non professionnelle, en amortissement, puis après en micro BIC, comme je vous ai expliqué sur ma précédente vidéo en vous expliquant le dispositif de la location meublée non professionnelle. En conclusion, je préconise, comme toujours, mais je ne vais pas réinventer quelque chose, c'est d'être bien accompagné, d'avoir vraiment quelqu'un qui soit à votre écoute, qui va vous permettre de répondre à vos attentes et de vous proposer des projets adaptés pour optimiser votre fiscalité, optimiser votre patrimoine, mais également de le créer et de l'augmenter. Donc c'est pour ça qu'au niveau de ma démarche, je fonctionne en plusieurs étapes. Donc des premiers échanges avec un audit patrimonial pour qu'on puisse échanger, mettre vraiment les choses à plat pour après vous apporter des solutions, on valide les solutions et ensuite on avance sur la stratégie à mettre en place et on choisit les produits. Mais par la suite, vous serez obligé, ou pas, c'est à vous de choisir, mais effectivement, j'accompagne mes clients sur le long terme à effectuer des déclarations chaque année puisque au moment où on effectue, ces déclarations, on se rend compte qu'il faut optimiser ou un petit peu modifier notre stratégie. Donc ça serait avec un réel plaisir, que je
je pourrai échanger avec vous ou que mon collaborateur pourra échanger également avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à liker cette vidéo ou à la partager. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.